Good afternoon and welcome to this Bon webinar. après-midi et bienvenue à tous dans ce webinaire qui aura pour thème incitation. À rapprochement dans la péninsule coréenne. Si vous avez besoin de traduction en français, vous pouvez cliquer sur le bouton du globe en bas de votre écran et choisir le français. Although webinars don't allow direct contact, Bien que les webinaires ne permettent pas de contact direct, ils présentent l'avantage de communiquer avec une seule personne ou avec tout le monde via l'icône chat. Veuillez ne pas l'utiliser pour les questions. Il sera utilisé pour diffuser des biographies ou d'autres informations. Les questions peuvent être posées sur l'icône Q et R pour questions et réponses. Nous avons 4 membres du personnel de la Fédération pour la paix universelle qui s'occupent des questions. Vous en entendrez quelques-uns et je compte sur vous pour un webinaire très interactif. Je m'appelle Chantal Chetla Komagata. Je suis la coordinatrice de la Fédération pour la paix universelle en Europe et je modérerai le programme d'aujourd'hui. Nous commencerons par une vidéo commémorant le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée. Vous verrez maintenant des extraits du Rallye de l'Espoir qui a été organisé dimanche dernier en l'honneur des vétérans de la guerre de Corée. Il y a 70 ans, la souffrance et la tristesse due à la guerre de Corée ont été guéries et dépassées grâce au sacrifice et à la dévotion de ceux qui ont traversé les mers et les océans. Vous n'êtes pas oubliés. Votre noble sacrifice et votre dédication nous ont permis de mettre de côté notre souffrance et de nous relever à nouveau. La Corée est devenue un pays à la pointe. Et cela a été rendu possible grâce à votre sang, votre sueur et vos larmes. Maintenant, notre rêve est d'amener la paix à ce monde. J'ai une ambition avant de mourir, et ce serait de voir l'unité de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, afin que vos pays puissent continuer à subsister dans la paix et dans l'harmonie. Je suis vraiment heureux que la Fédération pour la paix universelle existe maintenant dans différents pays et qu'elle mette en œuvre tous ses efforts afin de construire un monde meilleur, bienveillant et bien entendu sans guerre ni réclamation. Ensuite, je suis retourné en Corée. J'ai vu que le peuple coréen était heureux. J'ai vu que nous avions accompli quelque chose pour ce peuple coréen. Et oui, madame, plus de 100 soldats que nous avons perdus en Corée ne sont pas morts pour rien. I'll never leave you anymore, for I have found in your bright eyes a river of love, a heart of gold, a peaceful mind, a hand to hold. What a moving video. Actually, Quelle vidéo émouvante! Nous avons eu à peu près des 1000 vétérans de différents pays qui ont sacrifié leur vie pour un pays dont
n'avais jamais entendu parler auparavant. Le ballet folklorique pour enfants des Petits Anges a remercié ces personnes pour leur investissement lors des commémorations des 60e et 70e anniversaires de la guerre de Corée. Aujourd'hui, la péninsule coréenne est toujours divisée et un traité de paix n'a toujours pas été signé. Aujourd'hui, c'est le 4e webinaire d'une série qui a pour thème la paix dans la péninsule coréenne. Nous allons discuter des questions de paix et de sécurité dans la péninsule coréenne du point de vue européen. Nous avons 4 intervenants aujourd'hui. L'ambassadeur Mark Vogelaar des Pays-Bas, le professeur Glenn Ford du Royaume-Uni, le docteur Beke de Suisse et M. Yamazaki, d'origine japonaise, mais qui vit en Turquie depuis un bon moment. Les 3 premiers intervenants partageront leur vision durant 7 minutes chacun. Vous aurez ensuite l'opportunité de répondre à un sondage relié à notre sujet d'aujourd'hui. Ensuite, nous passerons aux questions de l'assistance. À la fin, le 4e intervenant lira son discours et nous redonnerons la parole à tous nos panélistes pour des remarques finales. Sans attendre, je vais présenter notre premier intervenant. Il s'agit de l'ambassadeur Mark Vogelaar. Il a été représentant permanent auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, consul général à Sao Paulo au Brésil et observateur de l'Union européenne dans l'ex-Yougoslavie. Il a été directeur de l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne et envoyé spécial auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. C'est l'ancien président du groupe national néerlandais des conférences Puguash sur la science et les affaires mondiales. Et aujourd'hui, l'ambassadeur travaille en tant qu'ambassadeur des élections internationales pour l'Union européenne. Merci beaucoup. Nous voulons tous la paix, à la fois sur la péninsule coréenne et au-delà. Mais comme Vladimir Petrovski l'a dit lors du webinaire de la semaine dernière, la question est de savoir comment y parvenir. C'est là que les diplomates entrent en jeu. De nombreux observateurs sont mieux placés que moi pour analyser pourquoi les choses ont mal tourné dans la péninsule coréenne depuis 1953. J'ai été formé pour être diplomate, pas érudit. J'espère donc vous apporter une valeur ajoutée à travers cette discussion en suggérant une solution pragmatique qui, à mon avis, apparaît comme une option viable pour progresser. Permettez-moi de dire que j'ai acquis une expérience personnelle en travaillant avec la Corée du Nord au cours des 3 dernières années, où j'ai été directeur de la KEDO, donc Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne, à New York, et j'ai donc visité ce pays à plusieurs reprises. Je reviendrai peut-être sur ce projet de KEDO dans un instant, car son développement et son déclin contiennent des leçons utiles pour l'avenir. La crise nord-coréenne dure depuis plus de 2 générations. Permettez-moi de résumer l'impasse en 5 points. Premièrement, la guerre de Corée n'est pas terminée. Le cessez-le-feu est fragile. Deuxièmement, la péninsule coréenne reste divisée et lourdement armée. La Corée du Nord a développé des armes nucléaires et ne les abandonnera pas. Quatrièmement, la communauté internationale refuse d'accepter la Corée du Nord comme un État doté d'armes nucléaires. Cinquièmement, ni la pression ni les accords avec la Corée du Nord n'ont jusqu'à présent donné des résultats durables. Comment résoudre cette situation complexe? Certainement pas comme Alexandre le Grand l'a fait. La violence n'est pas une solution. Vous ne mettez pas fin à la guerre de Corée en reprenant la guerre de Corée. Le dialogue alors? Oui, mais un dialogue ne peut être productif que si l'accord qui en résulte est juste et se révèle durable. Jetons donc un œil à ce qui pourrait conduire à ce genre d'accord juste et durable. De mon point de vue, tous les outils, sauf un, de la boîte à outils diplomatique
ont déjà été mis à l'épreuve. Ils ont tous échoué. La seule option qui reste est, à mon avis, un vaste accord qui concilie l'objectif légitime de la non-prolifération nucléaire avec la prise en compte des préoccupations de sécurité et des besoins économiques de la Corée du Nord. Pour commencer, essayons de ne pas considérer les problèmes de la Corée du Nord comme ses points faibles. Notre objectif ne peut ni ne doit être de vaincre la Corée du Nord, mais de l'amener à devenir un membre acceptable de la communauté internationale. Pour Pyongyang, cela implique un désarmement nucléaire complet, vérifiable et irréversible. Elle devrait également rejoindre le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. En échange, nous devrions donner à la Corée du Nord des garanties de sécurité complètes. Sans cela, Pyongyang ne renoncera jamais à ses armes nucléaires, que le régime considère comme une garantie de sa survie. Nous pouvons parvenir à ces garanties en mettant fin officiellement à la guerre de Corée, pas comme une récompense, mais comme un catalyseur. Car un traité de paix implique une garantie de sécurité en reconnaissant l'intégrité du territoire nord-coréen. En outre, une assistance économique massive et illimitée doit être proposée, ce qui signifie de mettre fin ou au moins de suspendre les sanctions internationales. Depuis la chute de l'Union soviétique, beaucoup de Coréens se sont appauvris très rapidement, notamment en Corée du Nord. Le pays a vraiment besoin désespérément d'aide humanitaire et d'investissements étrangers. Et c'est en offrant ce levier que nous aurons un levier politique pour agir. Nous ne pouvons pas atteindre cela à travers des menaces, car cela donne à la Corée du Nord des raisons de ne pas être en accord avec les lois internationales. Le cadre agréé de 1999, en tant qu'accord progressif, est apparu comme une alternative viable, car il liait les concessions politiques et les avantages économiques. Mais l'accord a échoué parce que la Corée du Nord a secrètement poursuivi son programme d'armes nucléaires à cause de la mauvaise mise en œuvre de l'accord par les parties prenantes. C'est maintenant le moment d'agir. L'impasse nucléaire entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée est devenue aussi instable que les bombes nucléaires qui l'ont déclenchée. Le sommet bilatéral de Singapour de 2018 a produit une déclaration conjointe contenant des engagements prometteurs des deux côtés. Le président entrant Biden devrait s'appuyer sur cette première étape plutôt que de revenir à la politique de patience stratégique du président Obama. Contrairement au sommet qui s'est passé à Singapour et au sommet plutôt inutile qui a suivi à Hanoï, la prochaine étape devrait être dûment préparée avec les principales parties prenantes, en particulier la Chine et la Russie. Dans un second temps, les contributions de la Corée du Sud, du Japon et de l'Union européenne seront indispensables pour corroborer le processus de paix. Seule une action multilatérale cohérente peut conduire à la paix et à trouver le moyen d'y parvenir. Espérons et prions qu'en attendant, Kim Jong-un s'abstienne de provocations militaires. Donnons une chance à la paix. Pour conclure, j'aimerais dire que la crise nucléaire nord-coréenne n'est pas seulement un problème des États-Unis ou un problème de la communauté internationale. C'est avant tout un problème de la population nord-coréenne qui souffre de la répression et des sanctions internationales. Le simple confinement de la
Corée du Nord n'aidera pas les gens qui y vivent. Nous sommes tous moralement obligés de relever ce défi, pas à travers la violence, ni avec des paroles vides, mais en mettant un pari global sur la table. Présentons simplement à Kim Jong-un un colis qu'il ne peut pas refuser, un cadeau qu'il ne peut pas refuser. Je pense personnellement qu'une approche aussi audacieuse reflète l'esprit des cofondateurs de la Fédération pour la paix universelle qui se sont rendus en Corée du Nord il y a une trentaine d'années pour rencontrer le fondateur de la République populaire démocratique de Corée. Et si ce pari ne fonctionne pas, nous reviendrons alors simplement à la case départ. Mais au moins, nous aurons fait de notre mieux. J'aimerais terminer maintenant. Durant ces quelques minutes, je n'ai pas pu parler de certains aspects importants, comme la réunification de la péninsule coréenne ou les stratégies par rapport à la Chine. J'espère que nous regarderons ces aspects lors de la session de questions et réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur Vogelard, pour ce discours vraiment d'expert. J'ai une question. Alors que l'Europe, en incluant la Russie, semble avoir établi un équilibre en matière de dissuasion nucléaire, ce n'est pas le cas en Asie, car la Chine semble montrer les muscles et la Corée du Nord est sur le point d'atteindre un statut de puissance nucléaire à part entière. N'existe-t-il pas des approches innovantes de dissuasion nucléaire pour l'Est asiatique? Alors, en quelques minutes, 1 ou 2 minutes, est-ce que vous pourriez répondre à cette question, s'il vous plaît? Je pense qu'il y a 2 aspects distincts à cela. La dénucléarisation de la Corée du Nord est vraiment un problème important. Et un autre aspect est, comme vous le décrivez, le fait que la Chine semble montrer des muscles un peu plus en tant que puissance nucléaire. Je crois que ce sont des problèmes distincts. La Chine est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a eu des armes nucléaires depuis des dizaines d'années et a joint le traité de non-prolifération nucléaire. Bien sûr, je ne suis pas content que la Chine semble augmenter ses armes nucléaires et devenir plus agressive. Je le regrette, mais nous devons vraiment distinguer le statut de la Chine en tant que pays possédant l'arme nucléaire de façon reconnue officiellement, alors que ce n'est pas le cas pour la Corée du Nord. Donc, ce qu'il faut faire à travers ce traité est justement de non-prolifération et de garantir qu'il n'y ait pas encore plus d'États qui rejoignent les pays possédant l'arme nucléaire. Nous allons maintenant continuer avec notre deuxième intervenant. Il s'agit du professeur Glyn Ford. C'est un professeur du Royaume-Uni. Il est un politicien du Parti travailliste. Il a été député européen pendant longtemps, entre 1984 et 2009. Il a siégé à la Commission du commerce international et des affaires étrangères, en particulier sur des dossiers liés à l'Asie, notamment en tant que rapporteur pour l'accord de libre-échange avec l'ASEAN et pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat scientifique avec la République de Corée. Il a également été membre de la délégation jointe avec la Diète japonaise et la péninsule coréenne, au cours de laquelle il s'est rendu en Corée du Nord 50 fois. Il a fait des recherches et enseigné à différentes universités au Royaume-Uni et à l'étranger. C'est à vous, professeur Ford. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais commencer par dire que je ne me considère pas comme un académicien, quelqu'un du milieu académique. J'ai enseigné à l'université, évidemment, mais aujourd'hui, je suis davantage un homme politique.
et un activiste. Comme vous l'avez dit, j'ai travaillé en lien avec la Corée du Nord durant les 20 dernières années. La première fois que je suis allée en Corée du Nord, c'était en 1997. Et j'y étais juste un tout petit peu moins de 50 fois. Et j'espère pouvoir y aller encore l'année prochaine, parce que cette année, c'était difficile avec les restrictions liées à la COVID-19, à la fois en Chine et en Corée du Nord. Si vous voulez un rapprochement sur la péninsule coréenne, nous devons vraiment faire tout ce que l'ambassadeur Mark Vogler a dit juste avant. Il faut régler le problème nucléaire sur la péninsule. Et cela veut dire discuter principalement avec Pyongyang. Mais bien sûr, ils préféreraient ne pas abandonner leurs armes nucléaires. Les armes nucléaires ont deux objectifs. Le premier, ce sont des armes de dissuasion face notamment aux États-Unis. Et elles ont également une fonction économique. Une fonction économique. La Corée du Sud utilise davantage de son PIB pour son armée que la Corée du Nord. Mais bien sûr, comme l'économie est 50 fois plus importante en Corée du Sud. En termes de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis, la Corée du Nord a la Corée du Nord a investi beaucoup dans les armes nucléaires, mais un petit peu moins qu'auparavant. Donc, il y a vraiment une fonction de dissuasion, mais également une autre fonction. La Corée du Nord a des problèmes au niveau énergétique. C'est pour ça que dans les années 1990, elle était très intéressée par le projet KEDO, qui a été mentionné, et qui consistait à construire des réacteurs énergétiques et en échange d'avoir la Corée du Nord renoncer à ses armes nucléaires. Il y a des centaines de milliers d'hommes dans les armées coréennes. Et grâce aux armes nucléaires, ces personnes-là pourraient travailler dans l'industrie à la place. Et donc, car elles ont besoin de cette force. Et c'est ainsi que l'économie de la Corée du Nord pourrait se développer à nouveau. Alors, quelles sont les solutions? On peut parler de réduire les sanctions. Je pense que les États-Unis ne seront pas prêts à faire que les sanctions à l'encontre de la Corée du Nord s'arrêtent. Un président des États-Unis ne parviendra pas à obtenir ça du Congrès, notamment parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés aux droits de l'homme à ce sujet. On pourrait peut-être espérer d'avoir les sanctions de la part des Nations Unies qui soient retirées. Et là, ça serait éventuellement possible car ça ne passera pas par le Congrès américain. Mais la Corée du Nord cherche des garanties en termes de sécurité. Lorsque j'étais en Corée du Nord, le cadre que nous avions était fondé sur une lettre de Bill Clinton qui disait qu'il ne serait pas attaqué par les États-Unis. Mais les Coréens du Nord n'ont plus confiance en ces lettres. Ils ne sont pas intéressés par ça. Ils ont besoin d'une garantie multilatérale. Et ils sont davantage intéressés par des plans d'action comme ce qui se fait en Iran. Nous sommes tous conscients que le président Trump a essayé d'arrêter ce deal avec l'Iran. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la Corée du Nord souhaiterait ce genre de traité.
Le plan iranien avait une robustesse qui était intéressante et plusieurs autres pays occidentaux l'ont d'ailleurs souligné. Les Nations Unies et son Conseil de sécurité, notamment les 5 membres permanents, doivent agir et il faut également inclure les Coréens du Sud, car rien ne peut se faire sans eux, inclure le Japon dans des nouveaux pourparlers de paix. Mais le Japon voudra résoudre ces questions d'enlèvement de personnes japonaises en Corée du Nord avant de pouvoir commencer les négociations. Et également l'Union européenne. Un milliard de dollars avait été nécessaire à l'époque pour le premier traité qui avait été mis en place avec la Corée du Nord et l'Union européenne avait été un contributeur financier important à hauteur d'1 milliard de dollars. Donc vous devez avoir des garanties sécuritaires, mais il faut également des compensations, si on peut appeler ça ainsi, ou alors un programme de développement industriel. Les Nord-Coréens sont très clairs. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour développer leurs armes nucléaires et leurs missiles nucléaires. Et ils veulent des compensations à ce sujet si on leur demande d'arrêter ce programme. Et ils ont besoin d'entre 15 et 20 milliards de dollars qui pourraient être payés par la Corée du Sud, le Japon, l'Union européenne, mais probablement pas les États-Unis, que je ne vois pas mettre de l'argent sur la table pour cela. Donc, vous voyez quels sont les éléments à résoudre avant d'arriver à une solution. Il faut vraiment construire la confiance des deux côtés. Pour des raisons tout à fait compréhensibles, aucun des côtés ne fait confiance à l'autre pour l'instant. Donc, ce sera un processus graduel. Si vous voulez une résolution finale de ce programme de dénucléarisation, ce ne sera pas tout de suite et ça prendra du temps. Je pense qu'il faut aussi que nous nous concentrions sur ce qui intéresse les Coréens du Nord, au lieu de leur imposer quelque chose. Bien sûr, ils sont très intéressés de moderniser leur économie. Leur système économique ressemble un peu à celui de la Chine, avec des compagnies étatiques, ou alors à celui également du Japon. Donc, ils sont plus intéressés par ce genre d'initiative économique plutôt que le marché du libre-échange de type américain. Je pense qu'il ne sera pas possible d'avoir un traité rapidement avec les États-Unis, car il faut avoir les 2 tiers d'accord au Congrès pour qu'un traité de paix soit signé entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donc, il faudrait plutôt une déclaration de fin de guerre. Ce sont les Nations Unies qui se sont battues en Corée du Sud et pas les États-Unis. Et ce n'était pas la Chine directement qui était intervenue pour aider la Corée du Nord, mais des volontaires chinois. En tout cas, ça, c'était au temps de la guerre de Corée, mais aujourd'hui, nous avons besoin probablement de l'aide de la Chine et des États-Unis pour pouvoir atteindre la paix dans la péninsule coréenne. Il est dangereux pour la péninsule coréenne, mais également pour le monde entier si nous essayons de changer le régime. Il faut respecter le régime. Merci beaucoup pour cette analyse très précise que vous nous avez donnée. Et nous voyons vraiment penser aujourd'hui à différentes façons de regarder et de le résoudre. J'aimerais maintenant, comme vous avez visité le pays de nombreuses fois,
Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la Corée du Nord est une entité mystérieuse, fermée et régie par un système de pensée particulier, fondé sur la pureté raciale et la loyauté envers la famille Kim. Vous avez eu des expériences beaucoup plus profondes avec ce pays. Quels conseils donneriez-vous aux gens ordinaires qui souhaiteraient développer une perception plus équilibrée de ce pays? Tout ce, tout ce que vous dites a des éléments de vérité, mais c'est loin de la réalité complète. Si vous regardez la Corée du Nord aujourd'hui, on peut faire un parallèle avec le Japon des années 30, avec vraiment un attachement au gouvernement et à l'idéologie. Aujourd'hui, le Japon a beaucoup évolué par rapport à ça, mais ce qui est important, c'est c'est que les personnes en Corée du Nord sont comme des personnes ordinaires du monde entier. Ils veulent des travails, une bonne éducation pour leurs enfants, une belle vie. Lorsque j'étais en Corée du Nord, je, j'ai fait partie d'une... Pardon. Nous allons continuer. Merci beaucoup. J'aimerais demander à notre prochain intervenant de parler après moi. Il s'agit du docteur Claude Béguet. C'est un ancien membre du Parlement suisse et le fondateur et président de Symbio Suisse, un club d'entrepreneurs avec une vision commerciale. Il est titulaire d'un doctorat en économie, d'une maîtrise en droit et en relations internationales. Il a occupé des postes de premier plan dans des organisations et entreprises prestigieuses comme Nestlé et le DHL Express dans de nombreux pays à travers le monde. Le docteur Begley s'occupe d'un large éventail de secteurs, tels que le soutien à l'innovation aux startups, les technologies propres et l'environnement. C'est à vous, docteur Begley. Et vous allez montrer une présentation, il me semble. Vous devez activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup. J'aimerais vous présenter une perspective un petit peu différente, pas une perspective différente de celle que les deux précédents intervenants ont partagée, mais une perspective différente de ce qui est généralement pensé à propos de la Corée du Nord. Beaucoup de gens en Europe ont des difficultés à croire qu'il est plus normal, que la Corée du Nord est plus normale que ce que les médias classiques disent. Il est évident, je le dis parce que je suis allée plusieurs fois en Corée du Nord et les gens interprétaient mal le fait que j'essayais d'avoir un jugement objectif. Ils pensaient que j'étais naïf et ils disaient qu'il était évident que la Corée du Nord était une dictature sous le joug du marxisme-léninisme depuis de nombreuses années. Qu'il n'y a aucune démocratie, qu'il y a la suprématie du parti coréen, nord-coréen, des dirigeants, qu'il n'y a aucune dissidence qui est autorisée. Que tous les pouvoirs sont dans la main du chef suprême, que c'est la quatrième armée dans le monde, 1,1 million, à peu près 10 millions d'hommes et 25% du budget du pays. Au départ, leur objectif était de développer cette armée pour se défendre. Mais aujourd'hui, c'est l'opposé, c'est de la provocation. Et nous ne devons jamais oublier que ce n'est pas qu'un problème entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, mais la Corée du Nord est comme un buffer
entre les États-Unis et la Chine et d'autres pays qui sont impliqués également dans le conflit. La propagande est partout, le culte de la personnalité est partout. Vous le voyez dans le métro de Pyongyang. Et on pense qu'il y a beaucoup de lavage il y a beaucoup de lavage de cerveau, mais en même temps, une grande fierté nationale. Une fois que cela est dit, ce qui est différent de ce que les médias essaient de nous montrer, c'est que le pays n'est pas à genoux. Il, il n'est pas comme l'Union soviétique dans les années 70, mais plus comme la Chine dans les années 70. Et il progresse. Lorsque j'ai été surpris de voir qu'il y a à peu près 5 millions de personnes qui sont dans la classe moyenne et 20 millions de personnes qui sont par contre très très pauvres. 5 millions, c'est plus que la simple nomenclature, hein, la simple élite dirigeante. Et ces gens semblent avoir une vie normale. Je suis allée dans beaucoup de différents endroits, bien au-delà de Pyongyang. Et j'ai vu que leur niveau de vie n'était pas si mal à ces gens-là. Vous voyez ici des gens dans la rue. Honnêtement, cela ressemble à une vie normale. Comme le précédent intervenant l'a dit, ils ont des aspirations normales comme chacun d'entre nous. Ce que vous voyez à droite, ce sont les maisons qu'occupent ces 5 millions de personnes de la classe moyenne. Ils aspirent à des standards équivalents à la Corée du Sud. C'est la campagne. Et vous voyez que ce n'est pas la pauvreté totale, c'est à peu près comme tous les pays en développement, ou peut-être même mieux. Encore une fois, voilà les appartements et ce que les gens voient sur le côté de la route. Et ce qui est intéressant, c'est que les magasins ne sont pas vides. Lorsque je suis rentrée et j'avais visité de nombreux magasins, les journalistes m'ont dit « Oh, mais ils ne vous ont montré que les magasins pour les étrangers ou pour les gens de l'élite. » Non, ce n'est pas vrai. J'ai insisté pour pouvoir visiter différents endroits sans être guidée. Et j'ai eu une bonne surprise dans beaucoup de magasins. Vous avez bien sûr de l'autarcie dans ce pays. Ils ont beaucoup de production locale dans l'esprit du Juche. Et cela, malgré ou peut-être grâce à l'embargo, ils ont vraiment inventé une façon de produire par eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Des plastiques, des articles en plastique jusqu'aux avions. Voici aussi ce que l'on voit dans des magasins. C'est peut-être un magasin plutôt bien car c'était à Pyongyang, mais je suis allée dans de nombreux magasins. Il y avait de la nourriture partout. Ce qui est la clé pour la Corée du Nord, c'est l'éducation. Il y a vraiment beaucoup d'efforts qui est mis sur l'éducation. Et un effort important sur la formation continue. Dans toutes les usines, les gens continuent à apprendre. Ils ne font pas que travailler, mais ils apprennent également. Il y a une forte priorité pour la science et la technologie. Vous ne devenez pas une puissance nucléaire sans avoir vraiment développé une bonne éducation et une éducation continue, formation continue. Ce qui m'a marqué aussi, c'est de voir qu'ils essayent d'ouvrir leur économie. Ils essaient de passer d'une économie orientée vers le militaire
à une économie plutôt d'industrie lourde et ensuite à l'industrie légère. Vous voyez sur la droite, et j'étais très étonnée, c'est un endroit sur la côte est. Ils ont construit sur un rayon de 5 kilomètres et c'est là qu'ils pourront accueillir des touristes. Ce sera un nouvel aéroport international et ils ont pour objectif d'accueillir à peu près 21 000 personnes par jour. Probablement la plupart d'entre eux seront des Chinois. Et ce qu'ils essayent, c'est de rééquilibrer l'économie. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas pauvres, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Ils sont très forts dans les attaques. Ils sont forts en cybersécurité. Ils ont réussi à attaquer la banque du Bangladesh et à prendre cet argent. Ils ont également détourné de l'argent des États-Unis grâce à cette compétence-là. Et c'est grâce à cela qu'ils se financent. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils se développent davantage sur d'autres secteurs économiques et d'autres activités plus normalisantes, comme le tourisme. C'est à cet endroit également qu'ils construisent un hôtel de luxe, un resort sur la côte est. Lorsqu'ils m'ont invité à cet endroit, nous avons discuté et j'ai dit, est-ce que je peux prendre une photo? La réponse a été non, vous ne pouvez pas. Mais finalement, ils ont changé d'avis et j'ai pu prendre la photo une fois qu'ils se sont retournés. Donc, vous voyez ainsi les deux côtés de la Corée du Nord. Il y a également besoin d'un changement pour la société. On ne peut pas laisser les étrangers entrer dans le pays et maintenir le lavage de cerveau qui a lieu dans le pays. En Suisse, alors que Kim Jong-un a grandi en Suisse, il est probablement très conscient du besoin de changer. Lui-même est probablement tout à fait conscient que ça doit changer. Il sait qu'autrement, il risque un effondrement du pays. Mais la Corée est un buffer entre les différentes superpuissances, notamment les États-Unis et la Chine. Trump aime les caractères très marqués, donc il aurait pu peut-être bien s'entendre avec Kim Jong-un. Donc il y a eu une opportunité perdue ici, mais Joe Biden est plus prévisible. Je pense qu'il y a une chance que la Corée du Nord puisse rentrer à nouveau dans la communauté internationale dans les années futures. Voici un exemple. J'ai été dans une usine de chaussures. Et si vous êtes purement dans le communisme, il n'y a qu'une seule marque de chaussures et tout le monde a ces mêmes chaussures. Mais là, ils sont rentrés dans une nouvelle étape où chacun veut avoir des chaussures différentes, leurs chaussures particulières. Donc, il y avait 4 designers dans cette usine qui travaillaient uniquement sur le marketing afin de pouvoir répondre aux attentes des clients. Finalement, je pense que la Corée du Nord et la Corée du Sud ont beaucoup plus de similitudes qu'on ne pourrait le penser. Vous avez une propagande très forte des deux côtés. Nous connaissons tous la propagande de la Corée du Nord et vous avez à droite un rallye qui a eu lieu à Séoul l'année dernière en février et j'ai été surpris de voir la force de la propagande en Corée du Sud. Les gens avaient des
des drapeaux avec d'un côté le drapeau américain, de l'autre le drapeau de Corée du Sud. Donc je dirais que la propagande est très forte des 2 côtés du 38e parallèle et pas seulement d'un seul côté. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir le que des 2 côtés, ils travaillent très, très dur et essayent d'atteindre la perfection dans ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment une caractéristique très coréenne, à la fois dans la Corée du Nord et la Corée du Sud. Nous connaissons la puissance économique de la Corée du Sud, mais je vois les mêmes caractéristiques en Corée du Nord en voyant tout ce qu'ils ont réussi à fabriquer par eux-mêmes. Il y a vraiment un fort désir également de devenir une économie, hem, performante et il y a des 2 côtés également ce désir de réunification. Je pense que les Coréens du Nord sont peut-être des Coréens d'autant un petit peu plus purs que la Corée du Sud, dans le sens qu'il y a eu moins de 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 mélange et moins d'ouverture à l'international. Donc ils ont vraiment l'esprit coréen et ils souhaitent vraiment la réunification, tout comme le Sud. Vous voyez ici la propagande de la Corée du Nord et de mon point de vue, il y a vraiment une possibilité de construire la paix et pour cela, il faut abandonner les positions extrêmes qu'il y a des 2 côtés. J'ai été choquée en rentrant en Europe de voir à quel point beaucoup de personnes dans les médias ou dans la politique ne voulaient pas entendre cette vérité, ne voulaient pas accepter que la Corée du Nord était peut-être un petit peu plus normale que ce que l'on peut penser. Il y a une exagération de la propagande des 2 côtés. Il faut d'abord calmer cela et trouver une façon d'organiser des investissements conjoints et je crois vraiment qu'il y a une possibilité pour cela et je crois qu'il y a une possibilité de réunification des 2 côtés pour les 2 côtés de la péninsule coréenne. Merci beaucoup pour cette expérience très personnelle que vous nous avez partagée. Elle nous donne une image complètement nouvelle de la Corée du Nord. J'ai une question pour vous Enrique. de la part Um, d'Enrique. he is Enrique Miguel from Spain. Il vient He's d'Espagne, asking, you Enrique said the Miguel. North Korean Il vous economic demande, situation is vous avez dit like que China's in the la 1970s. situation économique en North Corée du Korea's Nord reunification était un petit peu was comme celle de la a Chine dans les années dynamic 70. path Pensez-vous that qu'il serait followed bon pour la China's réunification que la Corée du Nord prenne la voie économique suivie par la Chine communiste? La Corée du Nord ne serait pas capable de soutenir sa population sans une aide de la Chine. Elle n'est pas vraiment visible, mais elle est là. Je vous ai dit qu'il y avait un problème avec l'énergie en Corée du Nord. Il y a quand même un certain nombre de voitures et comme vous le savez, il ne peut pas y avoir de production de pétrole en Corée du Nord, donc elle doit venir de quelque part et elle vient effectivement de la Chine. The RMB. And RMB has a very interesting characteristics because like in many former Soviet countries, Comme dans you beaucoup d'anciens pays de l'Union some soviétique, price for foreign currency and some price for local people. il y avait Now, des prix différents can be used en either monnaie locale. foreign currency and as a local currency. Le RMB, donc la monnaie chinoise, peut être utilisée à la fois comme une monnaie locale et monnaie, une monnaie internationale. Donc, on voit que la Chine aide beaucoup la Corée du Nord. Et ils ne veulent pas le dire publiquement car ils ne veulent pas offenser les États-Unis plus que nécessaire, mais c'est très très clair. Lors de la guerre de Corée, cela a été la Corée du Nord qui a été soutenue par la Russie et c'est cela qui a commencé la guerre du Corée. Et lorsque les armées américaines se sont rapprochées de la frontière, la Chine est intervenue. Donc le lien entre la Corée du Nord et la Chine est très fort et le lien économique est également très très fort.
politiquement aussi, entre le comité central du Parti communiste. Avant d'aller à Pyongyang, j'étais allée à Pékin. J'avais rencontré les personnes du comité communiste, du Parti communiste en Chine. Ils ont une forte influence sur ce qui se passe en Corée du Nord. Donc il est évident que le modèle chinois est le modèle futur pour la Corée du Nord. Et si vous me permettez une dernière comparaison que je trouve très intéressante, c'est au sujet de l'Internet et des réseaux sociaux. La Corée du Nord est bien sûr davantage fermée. Il y a peu d'accès à Internet, peu d'accès aux réseaux sociaux. En Chine, vous avez cet accès, mais Google et d'autres sites sont interdits. Et ensuite, vous avez le Vietnam, où beaucoup de personnes passent des heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux au Vietnam sont devenus, ont pris la fonction d'une démocratie ou d'un parlement. Et je sais que le gouvernement du Vietnam analyse cela, analyse les réseaux sociaux pour comprendre où va l'opinion publique. Donc je pense que vous avez 3 gouvernements, les 3 sont communistes et les 3 ont un parti hégémonique, mais ils s'ouvrent à travers Internet et les médias sociaux. Et je crois que la Corée du Nord regarde de très près ces modèles qui ne rejettent pas l'idéologie communiste, mais qui ouvrent la porte à un développement économique. Car la Corée du Nord souhaite devenir économiquement comme la Chine et Thank you very se much. connecter à So travers ce now, modèle to make au our reste du webinar monde. more interactive, Maintenant, pour rendre notre webinaire plus interactif, j'aimerais demander à chacun d'entre vous de it's a poll in which you participer can à un answer sondage. with C'est un multiple sondage choices. auquel vous pouvez répondre avec des choix multiples. Vous pouvez In choisir English, in French, plusieurs and in réponses. Il est Russian. écrit dans plusieurs So the langues. question is, Vous how avez can le Europe français. best La contribute to the question peace est process comment l'Europe peut-elle Korean contribuer à la paix Is it dans la through péninsule diplomacy coréenne or de la helping meilleure countries to façon? establish Est-ce à relations travers with North la Korea? Is it diplomatie? through aid Tous les that pays the EU could européens create devraient établir des support for North Korea? relations diplomatiques avec la Through Corée du Nord? economy, À travers like showing the l'aide, German model l'UE pourrait as créer a un fonds way de soutien pour la towards Corée du Nord. prosperity for À travers both l'économie, Koreas, montrer le or modèle finding a allemand, par balance exemple, comme that une voie Europe's role vers une is to prospérité support both commune, Koreas. ou l'équilibre. So Le you rôle de can l'Europe est de click soutenir les deux on Corées. different Vous pouvez answers, and cliquer then sur you can différentes send it. réponses et ensuite vous pouvez les envoyer. So now we will turn Maintenant, to the first nous allons question passer from à la première question de and l'assistance. it's a question to C'est une Ambassador question Vogelar. adressée à Can you l'ambassadeur comment Vogelar. on how you Pourriez-vous view the commenter Biden administration's sur la politique de politics l'administration towards Biden North Korea? Will they be à different travers la from Corée du Nord? President Trump's? Pensez-vous qu'elle va être différente de celle du président Trump? C'est une question très difficile parce que, tout d'abord, le président Biden n'est pas encore en exercice tout à fait. Ensuite, je pense qu'il ne développera pas une politique au regard de la Corée du Nord dès le premier jour de son investiture. Il y a la pandémie, il y a tant d'autres problèmes. Et il y a également un fort défi à relever qui est de réunifier le peuple américain autour de la présidence, car nous avons vu à travers les élections à quel point le pays, les États-Unis, est divisé. Donc je ne pense pas que la question coréenne soit sa première priorité, à une exception. S'il devait y avoir une provocation militaire, un autre test, lancement de missiles de la part de la Corée du Nord, je pense que cela forcerait la nouvelle administration Biden à prendre position.
Mais malheureusement, s'il y a une provocation, cela influencera la position prise par les États-Unis plutôt dans le négatif. Donc, j'espère que cela ne se passera pas. Si nous revenons en 2017, la Corée du Nord faisait encore des tests nucléaires, mais aujourd'hui, elle ne le fait plus. Donc, cela prendra du temps, probablement, aux États-Unis d'avoir une nouvelle politique. Pour la prochaine question, nous avons un des participants qui va poser sa question en direct. Pouvons-nous voir la personne qui va poser la question en direct? Super. Pouvez vous présenter et ensuite poser votre question à la personne que vous avez choisie. Je m'appelle Gabrielle. J'étudie les relations internationales à Genève. Ma question est pour Monsieur Ford. Vous avez mis en avant la responsabilité des États-Unis dans la guerre de Corée. Comment pensez-vous qu'il peut y avoir un rapprochement et comment est-ce que les États-Unis peuvent y contribuer? Merci beaucoup. Évidemment, la Corée du Nord, la péninsule coréenne est un des endroits les plus dangereux du monde en ce moment. Nous avons vu les conséquences de la pandémie dans le monde entier. S'il y avait un conflit militaire sur la péninsule coréenne, cela aurait un énorme impact, non seulement sur la péninsule en elle-même, mais nous en souffririons tous, car nous sommes dans un monde très mondialisé, comme nous l'avons vu à travers la crise du coronavirus. Donc, toutes nos économies, disons que les conséquences seraient énormes. Donc, je pense qu'il est évident que dans un monde mondialisé, nous avons tous de l'intérêt à assurer une transition pacifique, une résolution pacifique à la question de la Corée, de la péninsule coréenne. À propos de la question précédente, j'aimerais dire que j'ai rencontré des personnes qui travaillent dans le gouvernement américain et je ne suis pas du tout d'accord avec avec la politique du gouvernement américain, de la politique de Trump, à part sur la question coréenne. Avec le gouvernement Biden, ce serait probablement le contraire. Je serais d'accord avec pratiquement tout, sauf la question coréenne. Alors que l'administration Trump, ce serait d'accord avec rien, sauf la question coréenne. Je pense que le danger, et Marc en a parlé, est que la Corée du Nord peut être provocante afin d'avoir notre attention. Nous devons faire attention, car la Corée du Nord peut faire quelque chose de provoquant, mais ce ne sont pas des provocations en elles-mêmes. La Corée du Nord continuer à développer ses armes militaires et à les tester, mais c'est également le cas pour les États-Unis. Ils continuent à développer leur technologie nucléaire, donc il n'y a aucune raison que la Corée du Nord ne le fasse pas. Merci beaucoup et merci à Gabriel d'avoir posé cette question en direct. J'ai une question de Enrique Sanchez Motos. Il dit, comment est-il possible, et c'est une question pour le docteur Begley, comment est-il possible que les marchés soient remplis en Corée du Nord sans qu'il y ait vraiment d'initiative de marché? Cela ne s'est passé dans aucun autre pays communiste du monde. C'est une bonne question. Je vais commencer par la fin. Ils ont, bien sûr, tout ce merchandising. Je n'ai montré que... Ils ont toutes les marchandises. Je n'ai montré que quelques images, mais ils ont des produits de tout type. De la nourriture, des choses de la vie courante et également de l'industrie lourde. Et je crois que en Corée du Nord, tout cela a commencé d'abord
par une politique de haut en bas, donc du gouvernement en direction de la société, mais ils ont également une politique de décentralisation. Dans chaque province, il y a un ministère de l'industrie légère qui est complètement décentralisé. Donc, l'industrie militaire et l'industrie lourde sont centralisées, mais l'industrie légère, les biens de consommation sont décentralisés. Donc, ils essayent de s'assurer qu'ils sont proches des besoins des consommateurs. Ils discutent avec leurs circonscriptions locales, avec ceux qui habitent dans une région donnée, essaient de déterminer quels sont les besoins. Certains sont évidents, par exemple le nombre d'éléments en plastique. Il y a bien sûr des usines de plastique dans toutes les provinces, mais ils essayent vraiment de suivre la volonté des consommateurs. Et je vous ai donné l'exemple de cette usine de chaussures où j'ai été très surpris de voir cela. C'est comme ce que nous avons en Europe ou en Occident. Les gens cherchent des designs particuliers. Et ils n'ont pas eu cela en essayant de suivre la mode en Italie ou en Europe. Si vous regardez les femmes dans la rue, elles ne sont pas du tout comme en Chine dans les années 70. Elles ont différents types d'habits, parfois vraiment des jolis parapluies en dentelle assez sophistiqués. Les gens sont prêts et ont la possibilité du choix. Ils n'ont pas qu'un seul élément par besoin, mais il y a une diversité des produits. N'oublions pas que ces personnes, même s'ils sont vraiment concentrés sur la Corée du Nord, ils entendent même vaguement ce qui se passe à l'étranger. Et il y a la même chose dans tous les pays développés, c'est-à-dire le désir d'avoir ce qui est disponible dans les autres pays. Il est aussi intéressant de voir que vous avez, lorsque je suis allée dans des petits magasins, il y avait beaucoup de produits également qui viennent de la Chine. Et les produits qui viennent de la Chine, car il y a une longue frontière avec la Chine, prennent de plus en plus de place. Mais j'ai été surpris de voir qu'il y avait des dollars au fond du tiroir caisse, même dans la campagne et même à Pyongyang. La volonté, le désir d'une économie diversifiée et de produits diversifiés est vraiment entrée en Corée du Nord. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette question. Maintenant, j'ai une question qui vient de la Russie, de Svetlana Ryabukon, pour le professeur Ford. L'approche agressive des pays occidentaux ne permet pas aux leaders coréens de proposer une politique de désarmement. Devons-nous espérer que la Corée du Nord se réunifiera davantage par un processus naturel et historique plutôt que par des efforts de dénucléarisation qui pourraient plutôt être contraires à la volonté de réunification? J'aimerais commencer par dire que je n'ai qu'une expérience partielle de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Il y a une forte volonté de réunification en Corée du Nord, mais ils ne voient pas cela arriver dans le futur proche. Comme je l'ai dit, les économies de la Corée du Nord et du Sud sont différentes d'un facteur 50. Et les Coréens du Nord et du Sud sont tous conscients que
La première approche vers la réunification sera davantage une simulation, mais il faut d'abord que les États-Unis finissent, arrêtent leur politique qui est plutôt déstabilisante pour la Corée du Nord, qui empêche la réunification. Car il faut d'abord que la Corée du Nord puisse faire grandir son économie et ensuite on pourra parler de vraie réunification. Il faut que les 2 pays puissent commencer à avoir certaines relations économiques, l'un avec l'autre, entre le Nord et le Sud. Donc après ça, ce serait la première voie vers la réunification. Merci beaucoup pour cette réponse, merci infiniment. Avant d'inviter notre dernier intervenant, nous allons regarder les résultats du sondage que nous avons eu juste avant. Alors, que puis-je voir? Je vois que 37 de gens pensent que l'économie est importante et 31 pour la diplomatie. But it looks like it's smaller because it already makes up for 68%. So we see that the economic On voit side que le côté économique a l'air d'être vraiment celui qui est le plus important du point de vue de notre assistance pour la réunification de la Corée. Merci beaucoup. Merci d'avoir montré le résultat de ce sondage. Nous allons maintenant écouter Monsieur Yoshihiro Yamazaki. Il est le directeur de liaison de l'Institut des politiques de paix, un groupe de réflexion à Tokyo, au Japon. Il est également le coordinateur de l'Association internationale des universitaires pour la paix, pour l'Europe et le Moyen-Orient. En tant que journaliste, il a travaillé 6 ans comme chef du bureau de Tokyo d'une agence de presse américaine. Il vit maintenant à Istanbul, en Turquie, avec son épouse. Monsieur Yamazaki, c'est à vous. Merci beaucoup. En tant que Japonais, je vais commencer par parler des relations entre le Japon et la Corée. Depuis des dizaines d'années, le Japon et la République de Corée, c'est-à-dire la Corée du Sud, sont empêtrés dans des différentes politiques de plus en plus larges. Avec le nouveau gouvernement au Japon et les opportunités diplomatiques émergeant autour des Jeux olympiques de Tokyo, on constate une certaine amélioration. Sans vouloir rentrer dans les détails politiques, cette triste situation entre la Corée du Sud et le Japon m'a convaincu que ces 2 pays ne pourraient pas aider l'Asie de l'Est à réaliser ce que l'Europe de l'Ouest, vos pays, ont accompli au cours des 75 dernières années. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays d'Europe occidentale ont peiné à se réconcilier les uns avec les autres en raison de leur passé très douloureux. Ils se sont défendus sous l'alliance de l'OTAN, avec l'alliance de l'OTAN, en consolidant leurs liens sous les nobles valeurs de l'Union européenne. Naturellement, les anciennes nations communistes d'Europe de l'Est et des Balkans ont ensuite demandé à rejoindre l'Union européenne. On est bien loin de cette image en Asie de l'Est, où les 2 principales nations d'Extrême-Orient sont en proie à d'âpres frictions, sans perspective d'union, alors que l'Europe a assisté au démantèlement du régime de la guerre froide. Pourquoi cet écart flagrant entre l'Europe et l'Asie de l'Est? À mon humble avis, l'Europe moderne a su mettre en avant des valeurs communes qui ont été établies au cours de siècles de luttes religieuses, nationales et idéologiques. Le Japon et la Corée ont étudié ces valeurs, mais n'ont pas pu les ancrer profondément afin de surmonter leurs sentiments, leurs ressentiments et leurs intérêts nationaux. Par exemple, le Japon n'a jamais réellement reconnu le rôle régional de la Corée du Sud dans la défense de la société, d'une société libre. De même, la Corée du Sud subit toujours un conflit interne d'idées au sein de la société sud-coréenne entre les libéraux de gauche et les conservateurs de droite. Alors, par conséquent, le Japon doit à coup sûr soutenir la Corée du Sud qui est en quête de liberté. En outre, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan doivent collaborer à une union de nations
qui chérissent la liberté en Asie de l'Est et au-delà. C'est là que réside l'intérêt d'un encouragement de la part de l'Europe, ou même d'un engagement européen, pour mettre en route ce projet d'union d'États souverains fondé sur les valeurs de liberté, des droits de l'homme et de l'État de droit. Lorsque j'écoutais vos discours aujourd'hui, je suis vraiment convaincue doublement que nous, les nations asiatiques, avons besoin de cet encouragement européen. Un autre exemple important en Europe est l'Allemagne. Alors que l'Allemagne de l'Est semblait prête à faire un pas vers l'unification, l'Allemagne de l'Ouest avait des avantages distinctifs en termes de force militaire, d'économie, de puissance culturelle. La Corée du Sud doit clairement manifester aussi ses atouts et ses valeurs, car elle devra s'engager dans des transactions tumultueuses à travers le 38e parallèle. Si un processus de le Japon ainsi que d'autres nations en quête de liberté doit considérer le 38e parallèle comme une véritable barrière régionale, tout comme le mur de Berlin était considéré à l'époque en Europe et même dans le monde. La Russie, qui relie l'Europe à la péninsule coréenne, pourrait être un autre grand contributeur. C'est un endroit où il peut y avoir des interactions et des échanges qui peuvent amener à une transformation en Europe et en Asie, et même au sein de la Russie elle-même. Un expert russe, dans un de nos webinaires récemment, a dit, un expert russe des affaires coréennes, avait déclaré que la Russie soutenait depuis longtemps l'avènement d'une péninsule coréenne stable et pacifique et n'avait rien à y perdre. En effet, il estimait que cela éliminerait les tensions au-delà des frontières orientales de la Russie et d'autre part, cela permettrait à la Russie orientale de mettre en œuvre des plans de développement à travers la péninsule coréenne, par exemple au moyen de réseaux ferroviaires, de gazoducs ou du réseau électrique. Quant à la dénucléarisation, la Corée du Nord était pratiquement le seul pays d'Asie de l'Est à ne pas disposer d'un parapluie nucléaire fiable au cours du face à la Russie et à la Chine, le Japon et la Corée du Sud non nucléaires bénéficiaient du bouclier américain. Mais les dirigeants de Pyongyang ne renonceront jamais à l'arme nucléaire tant qu'ils n'auront pas trouvé de garant de confiance, notamment pour sauvegarder leur nationalisme puritain, tout comme les autres panélistes l'ont déjà dit. J'ai été au Moyen-Orient récemment et j'ai noté que la République islamique d'Iran suit une voie similaire, car elle doit absolument défendre son puritanisme islamique, si on peut parler ainsi. C'est pour ça qu'elle a besoin de cette arme nucléaire. Au cours des 75 dernières années, une grande partie de l'hémisphère nord a dû vivre avec la dissuasion nucléaire. Et cela pour contenir, si ce n'est maintenir, une méfiance structurelle entre les différentes idéologies, nations et les religions. À moins que cette méfiance ne soit fondamentalement éliminée, nous devons continuer à vivre avec la dissuasion nucléaire pour de nombreuses générations encore. Les fondateurs de la Fédération pour la paix universelle, le docteur et Madame Moon, ont préconisé et ont mis en pratique la solution ultime pour briser cet état de méfiance globale. Et cela à travers l'amour, ce qui consiste à vivre pour le bien des autres. Ils sont résolument anticommunistes, mais aussi, bien sûr, religieux, des personnalités religieuses. Ils ont été toutefois invités par Moscou en 1990 et à Pyongyang l'année suivante, où ils ont eu des discussions cordiales avec le président Gorbatchev et le président Kim Il-sung. Il serait intéressant à partir de leur expérience du révérend Madame Moon de produire des documents importants qui listeraient les étapes d'un processus de paix. En 2005, la Fédération pour la paix universelle a été fondée pour soutenir les initiatives de réconciliation globale.
Elle a œuvré pour encourager la confiance entre des idéologies, des croyances ou des nations en conflit, voire même hostiles, en appelant à l'interdépendance, à la coprospérité et aux valeurs universelles. Alors que l'année prochaine, 2021, marquera le 30e anniversaire de la visite des fondateurs de la fédération à Pyongyang, la communauté internationale de la Fédération pour la paix universelle redoublera d'efforts pour œuvrer à la réunification pacifique de la Corée et plus généralement à la paix en Asie. En conclusion, l'Europe pourrait jouer un rôle clé en s'engageant à diffuser et à partager la paix, l'unité et la prospérité qui ont été acquises après la guerre froide. Et elle doit partager cela avec l'Asie jusqu'à ce que le mur de Berlin asiatique, le 38e parallèle, soit démantelé et que les deux peuples coréens partagent le bonheur de la réunification. Merci beaucoup pour votre attention et travaillons ensemble pour la paix et l'unité en Corée et même au-delà en Asie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Yamazaki, pour cette présentation très intéressante et complémentaire de celle que nous avons entendue. J'aimerais maintenant demander à tous nos intervenants de commenter ce qu'ils viennent d'entendre et également de donner leurs remarques de conclusion. Nous allons commencer par l'ambassadeur Vogela et continuer avec le même ordre que celui que nous avons suivi jusqu'à présent. Je serai très bref, merci beaucoup. J'ai regardé le chat et j'ai vu une question que Dr Yamazaki vient de répondre, vient de voir. J'ai oublié qui a écrit cette question, mais la question était pourquoi est-ce que la Corée du Nord n'a pas le droit de développer des armes nucléaires alors que d'autres pays y ont le droit? C'est une question très intéressante et je vais la regarder non pas en termes légaux, mais en termes de sécurité. L'aspect légal est que toute nation souveraine a le droit de se défendre et de dépenser des sommes d'argent plus ou moins importantes pour sa défense et de choisir son arsenal d'armes de défense qu'elle veut choisir. Donc, si on applique ça à la Corée du Nord, alors oui, elle a le droit de développer des armes nucléaires. Et prenons maintenant, de façon plus intéressante, prenons un coup d'œil, regardons le monde entier. Il y a un désir très fort au sein de la communauté internationale dans son ensemble de se débarrasser des armes nucléaires. Le traité de non-prolifération nucléaire oblige tous les signataires à atteindre le zéro global, c'est-à-dire zéro arme nucléaire. Les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont tous l'arme nucléaire, mais c'est un statu quo qui s'est développé, au cours de la guerre froide. Mais la communauté internationale a essayé de limiter le fait que l'arme nucléaire se développe dans d'autres nations. Il y a 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire dans le monde, au contraire des 5 qui sont reconnus par la communauté internationale, les 5 du Conseil de sécurité. Donc, l'un des ont l'arme nucléaire. Pourquoi est-ce que la Corée du Nord ne l'aurait pas? Je pense que nous avons tous un intérêt commun à empêcher le développement de ces armes, car cela fait du monde un endroit dangereux. Il est facile de faire éclore la violence par une étincelle peut-être en Asie. Et dans ce cas, ce serait très dangereux. Nous avons vu qu'il y a eu un moment très dangereux lors de la présidence de Trump, de tension entre les États-Unis et la Corée du Nord.
Et si vous allumez cette étincelle, alors la violence peut apparaître. Et si la violence apparaît au sein de pays qui ont, parmi des pays qui ont l'arme nucléaire, alors c'est très dangereux pour le monde. Donc, d'un point de vue légal, il n'y a aucune raison d'empêcher la Corée du Nord d'avoir l'arme nucléaire, mais ce n'est dans l'intérêt d'aucune région du monde d'encourager ou de laisser faire cette prolifération des armes nucléaires. Et dernièrement, nous ne devons jamais oublier que les possesseurs de l'arme nucléaire sont parfois des agents ou des acteurs du développement de technologies de ces armes envers d'autres pays qui souhaitent également en avoir. Donc nous avons de bonnes raisons d'essayer d'empêcher de façon paisible que ce processus continue. Nous avions bien sûr tant de belles questions qui ont été posées, mais à cause du temps, nous avons dû choisir certaines questions. J'aimerais maintenant demander au professeur Glinford de donner également ses remarques pour conclure notre webinaire ou ses commentaires à propos de ce qu'il a entendu de M. Yamazaki. C'est très difficile de ne pas être d'accord avec ce que M. Yamazaki a dit. Je pense que nous avons une responsabilité en tant qu'habitants de ce monde de faire en sorte qu'il y ait la paix. Je dois dire que Mark Vogelaar a, 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 a soulevé un point qui est très important. Nous avons une situation où P5 to keep their nuclear weapons. And also we hear very little about trying to press Pakistan, India, or for that matter, Israel. Nous entendons peu où la communauté internationale ne fait pas beaucoup d'efforts pour empêcher les autres 4 pays, donc Israël, l'Inde et le Pakistan, à arrêter leur développement d'armes nucléaires. Mais il y a eu une discussion très sérieuse en Corée du Sud à propos des armes nucléaires en réponse à ce qui se passait à Pyongyang. Il y a bien sûr cette même discussion qui se passe au Japon en secret. Nous pourrions avoir une session entière ici à propos du Japon et de l'article 9 du traité imposé en 1947 sur Tokyo, sur le fait qu'ils ne peuvent pas avoir d'armée. Je pense que tout le monde est intéressé par cela. Mais il faut vraiment, et c'est dans l'intérêt du monde entier, de donner des garanties de sécurité crédibles et sérieuses au Nord, comme nous l'avons expliqué. Lorsqu'on parle des 2 Corées, elles sont comme 2 pays et un seul système. Merci beaucoup. Et à présent, Dr Claude Begley, quelles sont vos remarques pour conclure? Vous devez activer votre micro. Ce que j'ai aimé dans le dernier commentaire était le mot confiance et méfiance. Nous devons travailler pour réduire la méfiance et nous rappeler que l'armement de la Corée du Nord a été développé parce que au départ, toute la Corée avait été occupée par le Japon et ensuite il y a eu la guerre de Corée. Donc probablement, cela a commencé comme une politique défensive. Bien sûr, aujourd'hui, cela a évolué vers la provocation. Et la question de la prolifération des armes nucléaires est très intéressante. Et il est intéressant dans notre discussion aujourd'hui de changer notre perspective. La plupart des pays qui n'ont pas l'arme nucléaire sont tout à fait favorables au fait que cette arme nucléaire disparaisse.
there is a double speech Il y between a un double discours the wish entre la volonté, when le people désir have it, they are reluctant to abandon it. et la réalité, car lorsque les pays ont déjà l'arme nucléaire, ils ne veulent pas l'abandonner, en commençant par la nation la plus puissante de notre monde aujourd'hui. Nuclear weapon. But I do understand a Je little comprends the reason why pourquoi they have it. Actually, they la are, Corée du Nord a cette arme nucléaire. I think, behind them. The Chinese are Je having pense qu'ils ne sont pas les maîtres du jeu. Les Chinois ont une forte influence, probablement également, Korea is going too far. et ils travaillent probablement à empêcher que la Corée du Nord aille trop loin, car la Chine n'aurait rien à gagner aujourd'hui d'une confrontation directe avec les États-Unis. Maintenant, si nous comparons les aspects politiques et économiques, je pense que ce n'est pas un choix. Il faut travailler sur les deux. J'ai beaucoup parlé du côté économique, mais je crois que la solution à la fin sera une solution politique. J'étais surpris et positivement surpris par ce que j'ai entendu à la fois au sud et au nord. J'ai rencontré le ministre de la réunification en Corée du Sud et son homonyme en Corée du Nord. Au sud, cette personne change très souvent, mais au nord, cela a été la même durant plus de 10 ans. Je parle du nord parce que il est évident que le sud est un pays beaucoup plus démocratique. Dans le nord, lorsque vous êtes à peu près dans la classe moyenne, au milieu de la hiérarchie, tout le monde doit obéir. Il n'y a pas de déviation par rapport à la ligne officielle. Mais si vous allez très haut, alors j'ai vu à peu près la même chose qu'au comité central du Parti communiste en Chine. Vous pouvez avoir des discussions très ouvertes. Et j'ai été surpris par le réalisme, le pragmatisme des personnes qui peuvent prendre les décisions en Corée du Nord. Donc, il y a beaucoup de propagande, bien sûr, en bas, mais en haut de la pyramide, il y a beaucoup d'intelligence et une volonté de trouver des solutions. Donc, pour moi, la solution sera accompagnée et nous commencerions peut-être par avoir d'abord un petit peu d'ouverture économique, mais en définitive, à la fin, ce sera une décision politique qui sera prise au plus haut niveau. La solution ne viendra pas d'un dialogue direct entre les États-Unis et la Corée. Bien sûr, il y a également un dialogue direct entre les deux Corées, mais la confrontation réelle est entre les États-Unis et la Corée du Nord. Les autres intervenants ont très bien expliqué pourquoi et je suis d'accord. Mais je crois au multilatéralisme. Et je pense que ce que M. Yamazaki a dit allait dans cette direction. Selon mon expérience, ce sera un groupe de pays qui accompagneront ce processus de paix. Avant qu'on me présente les officiels à un niveau élevé en Corée du Nord, je suis allée en Mongolie. La Mongolie avait été un pays très communiste et s'est transformé en une économie de marché. Les Mongols étaient toujours acceptés par les Coréens du Nord comme des anciens frères. Qui sont déjà dans le prochain chapitre. Donc les Coréens du Nord sont très intéressés d'écouter l'expérience de la Mongolie. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolée car nous avons déjà dépassé le temps, même si c'est si intéressant. Nous pourrions continuer pendant très longtemps.
Mais oui, j'aimerais dire que l'Europe a un rôle à jouer, mon pays, la Suisse également. L'Europe doit jouer un rôle neutre, car l'Europe n'est ni en Asie ni aux États-Unis, c'est un rôle de médiateur. Merci beaucoup, Dr. Begley. Merci à tous les panélistes pour ces réponses excellentes et ces interventions excellentes. Et j'espère que toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui ont vraiment apprécié la discussion. Nous allons continuer à avoir des webinaires au sujet de la péninsule coréenne au cours de l'année prochaine et nous espérons vraiment qu'il y aura des avancées. Vous trouverez le rapport et également les annonces à propos de nouveaux webinaires sur notre page web, celle de la Fédération pour la paix universelle d'Europe et du Moyen-Orient. Nous pouvons maintenant applaudir les panélistes et faire une photo de groupe. Pour cela, je vais inviter M. Jacques Marion à apparaître et c'est le directeur, président de la Fédération pour la paix universelle en Europe et au Moyen-Orient. Nous allons maintenant faire cette photo de groupe en souriant, s'il vous plaît. Et nous allons terminer ce webinaire par ce sondage, mais également en regardant une performance des petits anges, le ballet traditionnel de Corée. C'est une chanson qui est aimée des deux côtés du 38e parallèle et c'est une voie vers l'unification, une chanson pour l'unité. Merci beaucoup et à bientôt.